Saviez-vous que la créature la plus longue de l'océan n'est pas la plus grande espèce de calmar? Et plus étrange encore, qu'il existe deux espèces de calmars géants qui ont évolué de manière totalement séparée, mais qui se ressemblent tellement qu'elles amènent les scientifiques à se demander pourquoi la nature a créé la même conception biologique à deux reprises, s'il s'agit d'une simple coïncidence ou d'une loi profonde de l'évolution, et si cela s'est déjà produit deux fois. Une troisième pourrait-elle apparaître à l'avenir? L'histoire que vous allez entendre ne concerne pas seulement les créatures des grands fonds, mais aussi la façon dont la nature fonctionne, où les solutions efficaces seront toujours répétées, même dans deux endroits complètement différents, et c'est ce qui fait de l'océan l'un des endroits les plus mystérieux de la planète. Présentation du calmar géant et du calmar colossal, qui est en réalité plus grand. Il s'agit du calmar le plus long du monde, connu sous le nom de calmar géante, une créature qui peut s'étirer sur plus de 13 mètres, dépassant la longueur d'un bus scolaire. Il est apparu depuis longtemps dans les légendes du Kraken ou des monstres des grands fonds qui entraînent les navires au fond de l'océan. Son image est profondément ancrée dans l'imagination humaine, amenant beaucoup à croire qu'il s'agit de la plus grande créature de la famille des calmars. Mais la réalité est tout autre, car il existe une autre espèce de calmar, pas plus longue, mais beaucoup plus lourde, une créature dont chaque individu pèse deux fois plus que le calmar géant, et c'est le calmar colossal de l'Antarctique, une espèce de calmar dont la seule taille corporelle vous fera comprendre pourquoi il est considéré comme le plus lourd invertébré ayant jamais existé, ce qui soulève immédiatement une question. Pourquoi la nature a-t-elle besoin de deux telles versions géantes? Deux espèces sans aucun lien de parenté, mais pourtant similaires. Ce qui rend l'histoire encore plus étrange, c'est que ces deux espèces ne sont pas aussi étroitement liées que beaucoup le pensent. Elles n'appartiennent pas seulement à des espèces différentes, mais aussi à des genres différents, et ne font même pas partie de la même famille. Leur premier niveau de classification commune n'est que le même ordre, c'est-à-dire le groupe des calmars vivant dans les océans profonds et vastes, et ce qui est étonnant, c'est que dans tout le monde des calmars, seules ces deux espèces ont atteint une taille suffisante pour être véritablement qualifiées de géantes, tandis que les autres espèces sont soit longues mais très légères, soit lourdes, mais incapables de dépasser une certaine limite, ce qui conduit à une question déroutante. Comment deux espèces complètement séparées, vivant dans deux régions différentes de la Terre, ne s'étant jamais rencontrées, ont-elles pu évoluer pour devenir des créatures presque identiques en termes d'échelle? Origines évolutives et mystères fossiles. Si l'on remonte le temps de plusieurs dizaines de millions d'années, il est très probable que ces deux espèces aient partagé un ancêtre commun. Une ancienne espèce de calmar ayant vécu il y a environ 60 à 100 millions d'années, à la fin du Crétacé. Cependant, il est presque impossible de le confirmer, car les calmars ne sont pas des espèces qui laissent beaucoup de traces fossiles. Leurs corps sont mous et sans eau. Donc, après leur mort, ils se décomposent très rapidement, disparaissant souvent complètement en quelques semaines. La seule partie capable de survivre à long terme est le bec. S'ils sont enfouis assez rapidement, ces becs peuvent survivre des millions d'années et devenir de rares indices sur le passé. Après l'ère des dinosaures, cette lignée évolutive s'est progressivement séparée en plusieurs branches différentes, l'une menant au calmar géant, l'autre se développant en un groupe de calmars de verre, dont le calmar colossal de l'Antarctique. Et à partir de là, deux voies évolutives complètement distinctes ont commencé. Qu'est-ce que l'évolution convergente? La chose la plus importante à comprendre ici est que la taille gigantesque de ces deux espèces n'est pas quelque chose qu'elles ont hérité d'un ancêtre commun, mais le résultat de l'évolution de chaque espèce pour atteindre cette taille, et c'est l'exemple typique de l'évolution convergente, un phénomène où deux espèces non apparentées développent des caractéristiques similaires parce qu'elles sont confrontées à des conditions environnementales similaires. Ce n'est pas qu'elles apprennent l'une de l'autre, mais que la nature répète une solution qui s'est avérée efficace, comme une loi invisible. Si une conception fonctionne bien, elle apparaîtra plusieurs fois. Mais s'il en est ainsi, pourquoi ces deux espèces présentent-elles encore de nombreuses différences? Qu'est-ce qui les a poussées à aller dans la même direction sans être complètement identiques? Différence d'habitat. La réponse réside dans leur habitat. Le calmar géant vit principalement dans les océans tempérés et a une aire de répartition plus large, tandis que le calmar colossal de l'Antarctique n'existe que dans les eaux les plus profondes et les plus froides de l'Antarctique,
Le calmar géant atteint une grande taille grâce au phénomène de gigantisme abyssal, où la haute pression et la très faible luminosité créent des conditions qui font que les créatures ont tendance à être plus grandes, tandis que le calmar de l'Antarctique est fortement influencé par le gigantisme polaire, où les températures froides font que le corps grandit pour mieux conserver la chaleur, bien que tous deux vivent à de grandes profondeurs. La raison principale de leur gigantisme n'est pas tout à fait la même, et c'est cette différence qui a conduit à des caractéristiques très distinctes, comparaison de la taille, de la vitesse et de la forme. En observant attentivement leur corps, vous verrez une nette différence. Le calmar géant a un corps long et élancé conçu pour se déplacer rapidement. Ses tentacules peuvent s'étirer loin pour attraper des proies, mais son poids moyen n'est que d'environ 200 à 250 kg, tandis que le calmar colossal de l'Antarctique a un corps beaucoup plus épais, robuste et lourd, avec des individus pouvant atteindre plus de 600 kg, ce qui en fait l'invertébré le plus lourd de la planète. Le calmar géant peut atteindre des vitesses allant jusqu'à environ 40 km par heure grâce à un mécanisme de propulsion par jet, tandis que le calmar de l'Antarctique est considérablement plus lent, à environ la moitié de cette vitesse, ce qui montre que ces deux espèces diffèrent non seulement par leur taille, mais aussi par leur façon de se déplacer et de survivre. Des stratégies de chasse complètement différentes. La différence de forme entraîne une différence dans la stratégie de chasse. Le calmar géant vit dans un environnement où les proies se déplacent rapidement. Il doit donc être plus rapide pour survivre. Son corps léger et flexible l'aide à se précipiter sur sa proie en un instant. Il utilise ses grands yeux pour détecter les mouvements dans l'obscurité puis accélère pour attraper la proie avant qu'elle ne puisse s'échapper. Ses tentacules ont des ventouses avec de petites dents qui aident à retenir les proies glissantes, tandis que le calmar de l'Antarctique vit dans un environnement froid où l'énergie doit être économisée. Il ne chasse pas, mais attend. Son corps épais aide à stocker l'énergie et à conserver la chaleur. Lorsque la proie s'approche, il lance une attaque décisive. Ses tentacules ont des crochets rotatifs acérés qui aident à verrouiller fermement la proie, ce qui montre que bien qu'ils soient tous deux des monstres des grands fonds, leur façon de survivre est complètement différente. Structure du bec de presse et mode d'alimentation. Bien que différentes dans leur stratégie de chasse, les deux espèces ont évolué vers une caractéristique similaire qui est un bec extrêmement puissant. Dans l'océan profond, il n'y a pas de surface dure pour retenir la proie. Elles ont donc besoin d'un outil capable de trancher la chair et les os directement dans l'environnement aquatique. Le bec est composé de chitine, un matériau semblable à la carapace des insectes, mais renforcé en une structure extrêmement dure. Les deux parties du bec agissent comme des ciseaux, coupant la proie en morceaux, puis la langue avec de petites dents orientées vers l'arrière écrase la nourriture avant de l'avaler. C'est une solution parfaite pour se nourrir dans un environnement sans point d'appui. Le cachalot, le prédateur des deux. Bien que ces deux espèces de calmars ne se rencontrent jamais dans la nature, il existe une créature qui les connaît bien toutes les deux, c'est le cachalot. Cet animal est assez grand, assez fort et capable de plonger à des milliers de mètres de profondeur. Pour chasser à la fois le calmar géant et le calmar de l'Antarctique, ils utilisent l'écolocalisation pour trouver leur proie dans l'obscurité totale. Sur leur corps, il y a souvent des cicatrices laissées par les ventouses et les crochets des calmars. Et dans leurs estomacs, les scientifiques ont trouvé les becs des deux espèces de calmars, la seule partie non digérée, ce qui prouve que le cachalot est le prédateur commun de ces deux géants. La course aux armements évolutifs. L'existence du cachalot crée une course évolutive continue. Alors que les calmars deviennent plus grands et plus forts pour éviter d'être chassés, les cachalots évoluent également pour plonger plus profondément et retenir leur souffle plus longtemps. Les deux parties se poussent continuellement à leurs limites, mais en même temps doivent s'adapter à d'autres facteurs environnementaux, ce qui montre que l'évolution n'est pas un processus parfait, mais un équilibre continu entre de nombreuses pressions différentes. Autres exemples d'évolution convergente. Le phénomène d'évolution convergente ne se produit pas seulement chez les calmars. Dans la nature, il existe de nombreux exemples similaires. Les requins et les dauphins ont des formes similaires pour nager vite bien qu'ils appartiennent à deux groupes complètement différents. Les chauves-souris et les oiseaux ont tous deux des ailes bien qu'ils aient évolué indépendamment. Même en Australie, il existait autrefois un marsupial ressemblant à un loup,
bien qu'il n'y ait aucun lien de parenté étroit, ce qui montre que la nature teste et réutilise constamment des conceptions efficaces. Y aura-t-il une troisième espèce de calmar géant? Alors que faut-il pour qu'une troisième espèce de calmar géant apparaisse? La réponse est des conditions similaires à celles qui ont créé les deux premières espèces, un environnement sombre, froid ou à haute pression. Et en fait, il existe déjà des espèces de calmar à un stade intermédiaire. Elles n'ont pas encore atteint une taille gigantesque, mais montrent déjà des signes de ce processus. Avec suffisamment de temps, des millions d'années d'évolution, pourraient créer une nouvelle espèce de calmar de taille gigantesque. Et cela pourrait se produire silencieusement en ce moment même. La nature ne crée pas de créatures géantes juste pour impressionner, mais parce que ce sont des conceptions vraiment efficaces pour survivre dans des environnements difficiles. L'histoire de ces deux espèces de calmars montre que l'évolution peut se répéter de manière étonnante. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires fascinantes.